You never start playing a football match by thinking you will lose. So I think that people do think that we need reform. We want to do reform, so we will do reform. When you compare with the UK in the 80s, I mean, the main difference is that we didn't deliver at the time. And we are the only one without reforming its own system. En principe, c'est quand même antidémocratique, je dirais, de faire une loi de 106 articles, 230 chapitres et 19 ordonnances qui sont ouvertes et qui peuvent permettre ensuite de légiférer en dehors du Parlement. Est-ce que c'est ça, finalement, le message d'Emmanuel Macron quand vous nous dites « ayez confiance, ayez du désir, ayez envie » ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce qu'on appelle la volonté qui relève de l'irrationnel, qui est ce qu'en philosophie on appelle une passion, le désir en l'espèce, mais c'est cette envie d'accéder à quelque chose d'autre. Et donc en effet, pour qu'il y ait une force motrice qui vous fasse aller de l'avant, de manière parfois irrationnelle, contre l'adversité, je crois que c'est ce que vous vivez toutes et tous, qui est finalement à la fois ce qu'il y a de plus beau mais de plus dur, qui justifie parfois d'être extraordinairement seul, mais d'avoir toujours cette énergie précisément qui vous pousse de l'avant. Il faut en effet cette pointe de désir. Ça touche à tout. Ça touche aux hôpitaux, au transport, aux nationalisations de l'armement, à l'impôt, aux autocars, comme ça a été dit, aux droits du travail. Ça touche à tout. Jusqu'à la prochaine élection du président de la République, moi je ne sais pas combien de temps dure ma fonction, par définition, mais tout le temps où j'y serai, je continuerai à courir le plus vite possible. Il était à Las Vegas quand il disait ça. Il a dit « Ayez envie de devenir milliardaire ». Je vous invite ça nous fait rigoler, mais en même temps, il faut la décortiquer, cette phrase. Parce que d'abord, c'est insulter les jeunes. Essayez de dire ça dans les banlieues, comme on dit. C'est un désert d'idéal, quoi. Et quand vous insultez les gens quand vous dites ça. Bon, ensuite, devenir milliardaire, quel avenir? On ne peut pas être milliardaire et honnête. Ensuite, après, dans la tribune, très récemment, je suis un collectionneur, moi. Je suis des phrases de Macron. Dans la tribune, il a dit « Moi, je ne suis pas là pour défendre les jobs existants. Je suis là pour les jobs de dans 10 ans. » What we have to do in order to have growth is a political project, a political willingness to reform, to invest, to create a new dynamic. Moi, il m'a traité de foyer infectieux. C'est pas un garçon sympathique. If you define a common willingness to go further, to progress for your economy and your people, growth will come back. Il n'y a aucun intérêt aux salariés, il n'y a aucun intérêt aux humains. Il n'y a qu'une vision absolument technocratico-libérale de l'économie. Et ça traverse toute sa loi. La philosophie, elle est là. Dans la loi Macron et dans l'énoncé de l'exposé des motifs, c'est clair, le droit, et le droit du travail en particulier, est perçu comme une entrave au marché. Le code du travail, c'est la contrepartie à la subordination. C'est parce que vous êtes subordonné qu'il y a un droit particulier. Et ce droit particulier corrige les méfaits, en partie, les méfaits de la subordination. On ne sait jamais, en fait, quand une réforme est complètement aboutie, jusqu'à temps que l'accord d'entreprise, au final, soit pris. Les syndicalistes sur le terrain ont à peine le temps d'ingurgiter une loi qu'il y en a une autre, qu'il y a les décrets d'application. Si vous avez un bon code du travail, vous dites « je veux appliquer cette loi ». Si vous avez un mauvais code du travail, vous luttez, mais dans une situation plus désespérée et plus défensive. Donc l'état de droit dans l'entreprise, l'ordre public social, sont essentiels. Et donc l'attaque contre le code du travail, elle a besoin d'être physique pour passer massivement. Et regardez Bayrou. Vous avez amené... Voilà, je vous ai amené. Ça, c'est sur le travail. Hein. Ça, c'est le code du travail suisse. 4% de chômage. Et ça, c'est le code du travail français. Voilà. 3000 pages. Et quand il présente le code du travail suisse, il ment. Parce que c'est pas un code du travail. C'est un traité sur la paix au travail d'après-guerre en Suisse, qui est extrêmement court, avec une touche quasiment à rien, qui a des questions philosophiques. Et dans chaque canton suisse, vous avez un code du travail qui est plus gros que le nôtre. Donc c'est un menteur. On a besoin de simplifier. Simplifier certaines normes de droit du travail, pas en enlevant des droits, mais en considérant que ce qui est complexe n'est pas forcément mieux.
On a besoin de simplifier pour les plus petits et les plus jeunes. Ce qu'il faut bien effectivement garder en tête, c'est que ça obéit donc à une doctrine purement libérale, donc qui est largement relayée par le MEDEF et par la droite, qui considère que les règles protectrices sont un véritable frein au développement de l'entreprise. Donc on cherche inévitablement à casser les règles et on essaye de conscrire le risque judiciaire en créant l'évitement du juge. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On casse cette juridiction et par tous les moyens. Toutes ces mesures, qui sont des mesures de réforme, elles sont fondamentales si on veut que notre économie aille plus vite, s'adapte plus facilement à ce changement, dans un monde de la disruption, tout en gardant cette exigence, ce qu'on appelle le modèle social, mais ce qui veut dire qu'on protège celles et ceux qui tombent. Le MEDEF avait organisé un colloque dans ses locaux, rue de Wagram, sur la soumission librement consentie. Moi j'ai un anglais très mauvais, mais il disait compliance without pressure. Mais pour Gérard Filoche, les patrons ne sont pas des humains. Bien sûr que si, les patrons sont des humains. C'est même pour ça qu'on parle d'exploitation de l'homme par l'homme. Ils sont très humains en nous exploitant. Pour eux-mêmes, bien sûr. Il n'y a pas de souci de ce point de vue. Mais c'est un lieu d'exploitation, c'est un lieu où s'extrait la plus-value. Voilà, la marge sur le travail. Et d'ailleurs, si une entreprise ne vous exploite pas, elle ferme. Si elle ne tire pas une marge sur votre salaire, elle met la clé sous la porte et elle vous vire. On est dans le même défi, on est dans le même bateau. Enfin, jusqu'à ce que le patron il parte avec le bateau, vous restez amarré sur le Pôle emploi, sur le quai, et vous découvrez à ce moment-là que vous n'êtes pas collaborateur du tout, mais bel et bien subordonné. On essaye de nous convaincre qu'aujourd'hui, pour pouvoir régler les problèmes de chômage, la solution, c'est de pouvoir licencier. L'adéquation, on embauche parce qu'on est, licencier c'est embaucher, c'est complètement aberrant. On licencie en 2013 45% d'augmentation du nombre d'affaires. Est-ce que derrière on va mettre les moyens? Est-ce que le ministère de la Justice va donner les moyens pour pouvoir combler, faire face à cette augmentation du nombre d'affaires? Évidemment non. Le projet Macron vient juste supprimer cet alinéa 2 de l'article 2064. Donc elles viennent autoriser la possibilité, dans un cas de litige entre l'employeur et le salarié, de conclure une convention de procédure participative, c'est-à-dire entre le salarié et l'employeur, de se mettre d'accord sur l'objet de leurs différends et de se mettre d'accord de mettre en état l'affaire, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur les éléments de preuve qui vont servir au litige. Donc vous émancipez une relation de travail des obligations, des contreparties qu'il y a dans le code. Donc vous pouvez être soumis librement consenti, sans contrepartie. C'est purement froid, glacé, théorique, mais c'est immédiatement une coupure avec à peu près un siècle de droit du travail. À l'heure actuelle, il y a déjà 40% des litiges qui ne viennent pas devant le juge, puisqu'il y a des transactions qui sont faites à l'heure actuelle, déjà. Sauf que, à l'heure actuelle, tu passais quand même en bureau de conciliation. Sauf que là, tu pourras directement signer ta transaction. C'est-à-dire l'employeur pourra licencier, et puis juste derrière, il fera une transaction, et voilà, terminé. Puis comme elle le dit, tu pourras plus aller voir s'il y a des heures supplémentaires, s'il y avait de la discrimination et tout ça. En fin de compte, tu licencieras les salariés pour n'importe quel motif, et puis après tu diras, soit on signe une transaction, soit je maintiens la faute grave et je te fais traîner ton affaire pendant 6-7 ans prud'homme. Parce que c'est ça va être un chantage permanent des employeurs. Il y a une grosse incertitude sur le fait de savoir si le juge dira, moi la loi elle me donne la possibilité d'aller chercher quelle est la vraie cause de licenciement, moi je dis que c'est une discrimination, il y a un droit fondamental, donc ta convention de procédure participative, on la valide pas. Mais là-dessus il va falloir mener une bataille. L'inspecteur sert à rien s'il ne peut pas menacer le patron de droit pénal du travail. La loi Macron, elle abroge quasiment cela. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir à la place du droit pénal un plaidé coupable. Vous avez des comportements dilatoires, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour l'employeur de reculer l'échéance de sa condamnation. Donc, ils vont utiliser toutes les procédures possibles et inimaginables pour reculer le moment où ils seront condamnés. Je veux que vous soyez condamnés devant les tribunaux. Je veux que ça soit inscrit sur votre casier judiciaire.
Je veux que ça soit public dans la presse que vous avez fait ça. Je ne veux pas négocier votre amende et ce que vous me donnez. Nous sommes à parité, donc on vous a dit, en bureau de jugement, 2 juges côté employeur, 2 côté salarié. Et puis, quand on n'a pas réussi à prendre une décision, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une décision, la formation se représente donc avec un juge professionnel donc qui est en robe et qui sera là pour faire le 5e et trancher le litige en fonction de la nature du litige. On excuserait complètement le bureau de jugement traditionnel où on n'enverrait plus directement devant la formation paritaire A4, on enverrait directement devant le magistrat professionnel. Donc là, pour l'instant, il y a eu un petit recul du gouvernement là-dessus, puisque le gouvernement là-dessus veut que ça soit absolument les 4 parties, c'est-à-dire les 2 conseillers prud'hommes et le demandeur et le défendeur qui soient d'accord les 4 pour renvoyer directement. On en a toujours la possibilité, mais là-dessus on a réussi à minorer le texte, ça sera plus doit renvoyer, parce qu'avant c'était de fait tu renvoyais pratiquement 90% des affaires. Si le demandeur demandait à aller directement, tu le renvoyais de fait, tu pouvais même pas discuter. Maintenant tu auras la possibilité c'est-à-dire tu peux renvoyer, tu ne dois plus renvoyer de fait. Alors le manque d'impartialité, autrement dit, on est partisans, et puisque on n'est pas des juges donc impartiaux, dans la mesure où effectivement on est issu du monde syndical, donc d'un côté comme de l'autre, de toute façon on pourrait nous le reprocher, mais justement c'est la parité qui nous garantit l'impartialité. Nos décisions sont largement confirmées en appel et aussi en cassation, donc je pense qu'on est tout à fait compétent. Mais le but du jeu, c'est le rapport Greco, qui veut faire des prud'hommes un tribunal comme les autres, c'est-à-dire un tribunal du travail comme partout en Europe. C'est ça la vocation ultime. Sylvie l'a rappelé tout à l'heure, ils veulent un juge professionnel, puisque c'était ça le but du jeu, notamment avec toutes les mesures. On voulait que le conseiller prud'homme soit un juge comme les autres, c'est-à-dire que tu sois plus dans une appartenance à une organisation syndicale et ainsi de suite. C'était ça quand on disait t'as plus le droit de militer, c'était ça les sanctions, parce que le fond, et c'était bien ça, c'est de faire un tribunal, un juge comme les autres, mais un juge encadré quand même, parce que je précise quand même, on est les seuls en France à être encadrés. Et ils ont maintenant fait un pool de 8 ou 9 inspecteurs contrôleurs anciens, voilà. Puis ils ont mis par-dessus une hiérarchie. Directeur d'unité de contrôle, et nous on dit duc et duchesse, directrice d'unité de contrôle. Et c'est les ducs et duchesses qui maintenant décident à la place des inspecteurs. Pouf, avec un tour de passe-passe d'organigramme entre catégorie B et C de la fonction publique, on vous a changé le fonctionnement. C'est-à-dire que s'il y a un inspecteur qui décide, un ex-contrôleur ou peu importe, on laisse tomber le sujet, qui décide qu'au BHV il ne donne pas l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 22h, eh ben on va en mettre un autre, parce que là il n'est plus nommé par arrêté, il est nommé dans le secteur géographique nouveau. Donc il n'est plus attaché à son territoire, il n'est plus indépendant, et c'est désormais le duc, pour le compte du direct, qui va décider de la suite à donner au procès-verbaux. Le direct, c'est lui qui décide d'homologuer les plans sociaux. Alors ça a des conséquences. C'est que quand il y a un recours par les syndicats contre le plan social, ça ne va plus au juge des chambres sociales, ça va au tribunal administratif. Parce que comme c'est l'administration qui prend une décision, le recours est devant le tribunal de l'administration. Cette loi aussi met en œuvre un arsenal disciplinaire mais sans précédent à l'encontre des conseillers prud'hommes. Ça fait pas moins de 2 pages quand même dans le projet de loi Macron, donc pour vous indiquer qu'il y a une véritable intention de limiter notre possibilité d'action. Donc là, on est vraiment dans une atteinte à des droits fondamentaux. C'est extrêmement grave. Alors, je vais vous lire un extrait. C'est-à-dire les juges prud'homaux, s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. À partir du moment où je m'exprime et où je vais émettre une critique contre ce qui est en train de se passer, ou y compris sur le fonctionnement de cette justice, et désigner les fautifs, eh bien, je risque quoi? Eh bien, ça peut aller du blâme à la déchéance, etc. Première chose, elle vient modifier, par exemple, pour quand un employeur procède à un licenciement pour motif économique, il doit dresser des critères d'ordre des licenciements. En vérité, les critères sont au nombre de 4. Le premier, c'est la situation sociale du salarié, charge de famille ou autre. Le deuxième, c'est l'ancienneté. Le troisième, c'est la qualification. Et le quatrième, c'est le poste.
Il y avait un ordre pour ces métiers depuis 1945 qui était écrit comme ça dans le code et qui a été confirmé par toute la jurisprudence. Qu'est-ce que vient faire la loi Macron? Elle vient préciser que cet ordre des licenciements doit être fait non pas sur le périmètre de l'entreprise, mais la possibilité pour l'employeur de le faire sur le périmètre de l'établissement. Donc sur moins de salariés. Donc en réalité de redonner à l'employeur la possibilité de choisir quel salarié il va licencier. Donc on redonne un pouvoir de l'employeur, alors qu'en principe en matière de licenciement pour motif économique, c'est un licenciement qui doit être non inhérent à la personne du salarié. Deuxième mesure dans le projet Macron, sur le volet licenciement pour motif économique, les entreprises qui sont en liquidation judiciaire et en redressement judiciaire, celles qui vont le plus mal. En principe, quand on fait un PSE, le PSE n'est valide que si il contient des mesures qui sont proportionnées aux moyens de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise. Que vient dire le projet Macron? Que désormais, le PSE sera apprécié dans le périmètre de la seule entreprise concernant les entreprises en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Autrement dit, c'est celles dont on sait qu'elles sont déjà pourries, dont on sait que les moyens sont forcément affaiblis vu qu'elles sont en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Eh ben, on va libérer le groupe de l'obligation de participer à l'effort pour financer le PSE. Et même symboliquement, cette mesure, elle est atroce. C'est vous, les mauvais petits canards qui n'avaient pas réussi et qui plombent, qui sont en train de plomber le groupe, bah, on ne veut pas de vous. Donc le reclassement, il n'y aura pas de reclassement dans le groupe. Alors la loi Macron, c'est d'abord une aide aux employeurs, puisque c'est eux qui vont s'en servir pour pouvoir dégraisser les entreprises beaucoup plus facilement qu'ils ne peuvent le faire aujourd'hui. D'ailleurs, nous, en ce moment, on est en train de le vivre, puisque on vient d'être racheté par un groupe autrichien qui nous a mis en liquidation judiciaire et qui souhaite racheter sa propre entreprise. Et du coup, avec la loi Macron, ça va lui faciliter les choses en termes de licenciement, ça leur fait effacer la dette qui va être payée par le contribuable. Je vous dis ce que dit Macron dans la loi, article 103. Quand les tribunaux administratifs jugent qu'un plan social est et l'annulent, ceci, je cite, n'a aucune incidence pour les salariés concernés qui ne sont ni indemnisés ni réintégrés. Alors aucune incidence est stupéfiant, parce que vous avez raison, vous gagnez devant la loi, vous avez fait un recours et le recours ne change rien. Je ne sais pas ce que dira le Conseil constitutionnel ou quelqu'un là-dessus, mais quand même c'est extraordinaire d'en arriver là. Il n'y a plus de recours gagnant. D'autres mesures, là également sur les accords de maintien de l'emploi, de la même manière, qui était déjà un recul fort de la possibilité de demander des baisses de salaire pour le bien commun, à savoir l'intérêt de l'entreprise de sauvegarder l'emploi dans l'entreprise. Maintenant, ces accords de maintien de l'emploi, alors qu'on devait invoquer des difficultés économiques conjoncturelles, la loi Macron prévoit qu'il n'est plus nécessaire d'invoquer des raisons économiques. Donc on pourra avoir un accord de maintien de l'emploi signé par les entreprises sans qu'il y ait besoin d'invoquer des difficultés économiques. Donc les quelques petites barrières qu'on avait obtenues dans l'ANI, que la CFDT avait obtenues en disant c'est bon, on a sécurisé l'emploi, en fait la loi Macron les a toutes retirées les unes après les autres. Et déjà, on était déjà très en deçà. Force et honneur, monsieur, voilà. Toute la protection sociale est en train de se faire laminer par un gouvernement de gauche où on a besoin d'avoir de la sécurité et le gouvernement nous enfonce vraiment
même pour les gens qui travaillent. Enfin, voilà, les gens qui travaillent ont du mal à vivre, ont du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, on est en régression, donc le problème, il est là. C'est toujours de la régression sociale au profit de quelques-uns qui gagnent toujours plus d'argent, donc il y en a marre. Maintien du code du travail. C'est malheureux à dire, mais on assassine le peuple. Voilà, on leur met la tête sous l'eau et on les laisse juste survivre. Les moyens de production, les usines, les capitaux sont la propriété privée de quelques-uns. Et la majorité, tous ceux qui doivent travailler pour vivre, sont dépossédés au sens de dépouillés du produit de leur travail, des richesses qu'ils ont produites et qui appartiennent maintenant aux capitalistes. La population, ce qu'elle réclame, c'est quelque chose de juste. Et là, ça ne l'est pas. On se rend bien compte. On se demande si le gouvernement de gauche, s'il n'est pas à moitié de l'autre côté, quoi. On ne se faisait pas d'illusions sur Hollande, mais je crois que sans se faire d'illusions, on ne pensait pas quand même que ça irait si vite et jusque-là. La particularité du mode de production capitaliste est de masquer cette séparation, de rendre invisible le fait que chaque ouvrier fait en réalité un double travail. Pendant une partie de son temps de travail, il restitue le salaire que lui a payé le capitaliste. Ensuite, il continue à travailler, en quelque sorte gratuitement, en produisant de la plus-value. C'est le mérite de Marx d'avoir montré que le système du salariat dépouille la classe ouvrière d'une partie des richesses qu'elle a produites au profit de la classe capitaliste. Ce fait est occulté aujourd'hui encore, tout tend à nous faire croire que le salaire rémunère bien la totalité du travail fourni, travail nécessaire et surtravail, alors qu'en réalité, il n'en paie qu'une partie. Vous travaillez dans quoi? Moi, je travaille dans le privé, je travaille dans la frite. En fait, je travaille dans l'entreprise, c'est McCain. C'est une entreprise leader dans le marché de la frite surgelée. Faciliter les licenciements favoriserait l'emploi des jeunes. Alors il va falloir qu'on nous explique un petit peu comment on fait pour faciliter le vidage des entreprises et que derrière ça on va pouvoir de nouveau réembaucher. Pour extorquer toujours plus de plus-value, le capitaliste a plus d'une corde à son arc. D'abord, il peut prolonger la journée de travail, allongeant ainsi la durée de travail non payé qui correspond au surtravail. Il peut aussi augmenter l'intensité du travail en obligeant à produire davantage dans le même temps ou en réduisant les pauses. Par ces deux méthodes, il s'agit d'augmenter la grandeur absolue de la plus-value. Les capitalistes deviennent, selon l'expression de Marx, des agents fanatiques de l'accumulation, car ils forcent les hommes sans trêve ni merci à produire pour produire. La concurrence ne leur permet pas de conserver leur capital sans l'accroître, et ils ne peuvent continuer de l'accroître sans une accumulation continue. Dans cette course en avant, les capitalistes n'ont pas plus de scrupules vis-à-vis de leurs concurrents que vis-à-vis de leurs propres ouvriers. C'est cette avidité qui pousse les travailleurs à se battre pour ne pas être écrasés. Pour passer de la journée de 17 heures de 1841, en fait, à la journée de 10 heures, il faut 80 ans. On double le nombre d'emplois, on produit plus, on gagne plus en travaillant moins. C'est la preuve du pudding, c'est quand on le mange. C'est la preuve qu'il faut continuer à réduire la durée du travail. Et que c'est même la seule façon de lutter contre le chômage, parce que quand le chômage se développe, c'est qu'il y a un retard dans la réduction du temps de travail. Voilà, avec Macron, ils ont trouvé une oreille attentive, voilà, qui leur dit, écoutez, chers amis, moi j'ai la solution, je vais faire un texte de loi pour que vous, les grands magasins parisiens du quartier Opéra Saint-Lazare, vous puissiez
puissiez ouvrir la nuit sans qu'il y ait des affreux syndicats qui vous, voilà, qui vous emmènent au tribunal et qui vous contraignent à fermer. Donc, et c'est là donc où il y a ce projet de loi de ZTI, zone touristique internationale, qui dit que dès lors vous avez une potentialité voilà, économique avec une attractivité, voilà, mais avec des termes les plus flous, voilà, qui dit voilà, un potentiel économique et une attractivité qui fait que vous avez un bassin de clientèle qui, en gros, qui est important et qui, de ce fait, vous permet de créer une activité économique qui est encore plus forte si vous ouvrez le dimanche et si vous ouvrez la nuit. Donc, et voilà. Quel est le but derrière? C'est l'idéologie. C'est la même chose que je vous ai dit au début de mon exposé. C'est pour déréguler la semaine. C'est pour casser l'ordre public social et les 35 heures. C'est pour qu'il n'y ait plus de repères. C'est pour empêcher la société d'être elle-même régulée. Quand elle est régulée, elle revendique de la régulation et elle partage l'argent, elle partage le temps, elle partage les richesses. Et donc si vous dérégulez tout, y compris le dimanche, c'est un élément important de faire sauter pour eux le dimanche. Vous savez quelle est la victoire des femmes, la première victoire syndicale des femmes? En 1900, c'était que les enfants de moins de 10 ans ne travaillent pas plus de 10 heures. C'est un jour de repos, c'est un jour où justement c'est un jour de repère, c'est la fin de la semaine. Alors que ça soit avec le samedi dimanche ou le dimanche et le lundi, c'est quand même un moment où on peut profiter de sa famille. C'est pas parce qu'on pourra dépenser le dimanche qu'on pourra dépenser plus, donc la question n'est pas là, c'est une atteinte au droit du travail, hein, au code du travail, c'est aussi toute la question de l'avenir et de la remise en cause des CHSCT, hein, des comités d'hygiène et sécurité et conditions de travail, ne serait-ce que pour ces raisons-là, on ne peut pas, cette loi-là pour nous est inacceptable. Au siècle des Lumières, c'est au nom du combat pour le progrès économique et contre la religion que des hommes publics comme Montesquieu ou Voltaire s'élevèrent contre les dimanches et les très nombreux jours fériés religieux qui, à leurs yeux, faisaient perdre beaucoup d'argent à l'industrie. À la fin de l'Ancien Régime, tous les secteurs d'activité étaient touchés par la prolongation du travail le dimanche et le nombre de fêtes religieuses tomba de 41 à 14. La Saint-Lundi était une vieille tradition égalitaire héritée des artisans de l'Ancien Régime, existant aussi bien en France qu'en Angleterre ou aux Pays-Bas. Cette pratique se maintenait dans le monde ouvrier et consistait à chômer volontairement le lundi. C'était une contestation à la fois de l'autorité de l'Église, qui imposait toujours que seul le dimanche soit chômé, mais aussi du patron, car cela remettait directement en cause le nombre d'heures de travail qu'il imposait. Au-delà de l'ordre moral et policier, c'était aussi l'ordre social qu'on y remettait en cause, car ces journées de liberté permettaient les rassemblements et les réunions politiques impossibles les autres jours quand la journée de travail durait 12 heures et plus. Et il n'était pas rare que des grèves éclatent le lendemain d'un dimanche ou d'un lundi. Après l'écrasement dans le sang de la Commune de Paris, la bourgeoisie voulut déraciner cette tradition du Saint-Lundi, trop liée à la contestation et à la révolte. Certains filateurs accordèrent une prime de 10% à ceux qui travaillaient le lundi, mais la plupart des industriels préféraient imposer des amendes. Lorsqu'en 1880, les républicains anticléricaux au pouvoir abrogèrent la loi de 1814 interdisant de travailler le dimanche, elle était dans les faits quasiment tombée en désuétude. Cela faisait bien les affaires de la bourgeoisie capitaliste qui n'hésitait pas à enrôler 7 jours sur 7 la classe ouvrière dans ses usines. Face aux revendications ouvrières pour le repos hebdomadaire, auxquelles s'ajoutait la campagne d'un courant hygiéniste qui s'alarmait de l'épuisement des travailleurs à cause de ces semaines sans fin, elle préféra réintroduire le repos du dimanche, car le lundi avait un goût de soufre, tandis que le dimanche avait l'avantage d'être centré sur la famille, à défaut de la religion.
des garçons coiffeurs firent courir le bruit qu'ils écorcheraient ceux qui viendraient se faire raser le dimanche. En 1902, les ouvriers cordonniers de Paris affichèrent, non sans humour, l'avis suivant. Les ouvriers cordonniers de Paris préviennent la clientèle de ne plus porter à réparer leurs chaussures le dimanche. Au cas contraire, elles seront coupées ou brûlées. Finalement, la loi sur le repos dominical fut votée en 1906 dans un contexte de mobilisation ouvrière intense pour la journée de 8 heures. Mais elle excluait les cheminots, les ouvriers agricoles et les domestiques qui étaient nombreux dans les maisons bourgeoises. Le repos du dimanche ne fut finalement vraiment appliqué qu'après la Première Guerre mondiale, avec la loi sur la journée de 8 heures et la généralisation de ce qu'on appelait la semaine anglaise, qui comprenait le samedi après-midi de libre, sur le modèle donc de ce que les ouvriers anglais avaient obtenu un demi-siècle auparavant. C'est la réduction globale du temps de travail qui permit aux travailleurs de déserter les magasins le dimanche et de faire, bien sûr, leurs courses en semaine ou le samedi après-midi. Parce que notre vie, c'est pas de consommer 24 heures sur 24 et calquer notre vie sur les soi-disant besoins de consommation des touristes étrangers. Ça, c'est une vaste blague. Tout est côté patron et on n'en veut plus de ça. On n'en veut plus. Les bateaux, nous, notre travail, c'est de décharger les bateaux, de faire le boulot. Hein. Nous c'est pas notre but de faire grève, hein, quelque part. Hein. C'est de montrer notre mécontentement et puis de... Voilà, c'est la misère, quoi. Comment on va s'occuper de nos enfants si on travaille les dimanches? Comment on va passer du temps de famille si on travaille le dimanche? Ce gouvernement, il a été élu... Bon, beaucoup de gens ont cru qu'il allait faire des réformes progressistes en faveur des plus humbles, des travailleurs et tout ça. Bon, ça a été très vite évident qu'il ne le ferait pas. Il ne faut quand même pas oublier que la première décision, c'était l'augmentation du SMIC de quelques centimes, donc c'est quand même révélateur. Même la droite, en général, quand elle arrivait au pouvoir, elle faisait des augmentations du SMIC un peu plus importantes. Mais plus profondément, je pense qu'ils sont là pour mener une politique qui est d'adapter le tissu industriel, la société, aux exigences de la finance internationale, nationale et internationale. Il faut que ça rapporte, il faut qu'un investissement y rapporte plus de 10%, et pour ça, il faut faire pression sur le coût du travail, comme ils disent, c'est-à-dire sur les salaires. Il faut qu'on produise plus avec moins de gens, moins payés. Mais c'est surtout que la portion du capitaliste augmente aussi à mesure que le travailleur travaille le dimanche, la nuit, etc. Donc il y a certes ce que tu dis, mais il y a aussi quelque chose de bien plus, économiquement prosaïque et basique et grégaire du patron qui veut maximiser son taux de profit. Le droit à la santé, effectivement le travail de nuit, etc. On sait et la raison d'un repos hebdomadaire, c'est aussi une raison qui est ce qui est en devant, c'est le droit à la santé des travailleurs, absolument absente du Conseil d'État. Ce qui compte, c'est la liberté d'entreprendre, et pour cela, il faut lever toutes les garanties qui étaient là pour justement donner aux salariés, protéger le salarié dans son droit à la santé et lui offrir des contreparties, la liberté d'opprimer, pour lui donner toutes les modalités pour exercer son activité économique. Essayez de travailler le dimanche si votre patron ne veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. Il n'y a pas de volontariat en droit du dimanche. Ça ne marche pas. Et un deuxième mensonge, c'est il vous aura une majoration. Alors les gens se font avoir parce qu'à la télé, Poujadas, il vous dit la loi prévoit une négociation pour une majoration. Alors les gens, 1 million de gens, il y a une majoration. Non, la loi prévoit une négociation pour une majoration. Donc elle prévoit rien. C'est la négociation éventuelle qui donnera une majoration éventuelle, mais la loi fixe rien.
Ils vendent leur loi tout simplement en disant que c'est ça qui va sauver les entreprises, c'est ça qui va stopper le chômage, c'est ça qui va redémarrer la croissance, c'est tout ça, c'est comme ça qu'ils la vendent. Et les gens, comme actuellement, ben voilà, ils n'arrêtent pas de perdre leurs emplois partout, mathématiquement, voilà. À aucun moment, aux informations françaises, à aucun moment, j'ai vu, et je regarde, en tant que quand même retraité, je fais partie des gens qui ont la possibilité de regarder quand même plus la télévision. Je peux t'assurer que j'ai jamais vu aucun débat de fond, hein, j'entends. Ni sur le travail du dimanche, ils ne le vendent même pas. Ils parlent de certaines bribes. Voilà. Il y a des bribes, voilà, sur le volontariat, point. Le reste, le fond, on n'en parle pas. Il fallait voir, c'était dur. Alors le patron, les patrons avec e-commerce, ils sont vachement réacs. Vous savez, moi je les défends pas parce qu'ils sont racistes, ils sont réacs, ils sont conservateurs. Moi j'ai fait 16 places dans ma vie. Alors, professionnel. Bon, vous n'avez pas de syndicat, parce que quand vous êtes dans les petits trucs comme ça, vous n'avez pas de syndicat. Bon, moi j'étais une coriace. Bon, c'est les yeux dans les yeux avec le patron. Hein, tout le monde ne peut pas être comme ça. Tout le monde ne peut pas être. Moi, j'avais des parents communistes, j'étais presque comme tout. Mais c'est ce décalage par rapport à la société. Hein, vous ne pouvez pas passer le même temps. Vous arrivez chez vous, il est 3 heures, parce que là aussi, vous avez un client très sympathique qui vient à 13 heures, mais vous ne pouvez pas fermer. 13 heures, vous ne pouvez pas fermer parce qu'il est là. Hein, bon, alors, vous loupez votre train, enfin, vous loupez votre autobus, vous loupez votre train, vous rentrez chez vous, il est 15h30 à peu près. Vous avez de la chance parce que vous avez un mari sympa qui s'est occupé de la marmaille et compagnie. Mais, je veux dire, on est en décalage tout le temps dans la société. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'accord collectif, que ce soit du gré à gré. Le marché du travail ultime, ultra-libéral, c'est je vends ma force de travail. C'est interdit en France, mais il y a des pays, par exemple, où un employeur propose un travail et il y a des enchères à l'envers. Moi, je te le fais pour 10 €, il y en a un autre qui te le fait pour 9,50 €, etc. Donc, ils savent que la force des syndicats, c'est le collectif et que c'est le collectif de l'entreprise, des salariés qui fait tourner l'entreprise. Et donc, eux, ils agissent contre cette force collective qui est le syndicat en disant ben, on va mettre du gré à gré, on va être comme des entreprises, il n'y a plus de salariés. C'est l'auto-entrepreneur, c'est l'ultime stade. Je crois que c'est Warren Buffett, un milliardaire américain. On nous a bassinés pendant des années et des années en disant la lutte des classes c'est dépassé, c'est ringard. Le milliardaire américain, il a dit la lutte des classes, elle existe et on est en train de la gagner. Que ce soit Macron ou que ce soit un autre, ça fait des années qu'on se bat. Aujourd'hui, il y a une accélération manifeste des réformes qui visent à remettre en cause de manière fondamentale le code du travail, les garanties collectives, les conventions collectives, les conventions de branche. C'est ça qui est un danger majeur et qui constitue un danger majeur pour des millions de salariés aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se mobilise. 3% ont droit à des CHSCT. Sur 1 200 000 entreprises, en fait, il n'y en a que 22 000. C'est vous dire si ça ne gêne pas le patronat et si le patronat n'est pas gêné de ne pas respecter la loi les concernant. Pourtant, les CHSCT, s'il y en avait eu un AZF, peut-être que l'accident n'aurait pas eu lieu. Parce que c'est quand même les salariés qui sont les mieux placés pour défendre leur peau. Et s'ils ont le temps d'être formés, s'ils ont des ordres de délégation et s'ils peuvent agir, c'est quand même la meilleure protection en matière de santé, d'hygiène et de sécurité au travail. Alors ils vont les supprimer en les mettant dans les CE. Mais que vous allez retrouver le problème. Je me suis engueulé avec Mme Samna là-dessus. J'ai dit, t'as pas la moindre idée que les questions d'hygiène et de sécurité ne vont plus arriver à l'ordre du jour. Elles seront en dernier point, et quand ça sera à l'ordre du jour, il n'y aura plus personne dans la salle. Donc on revient 70 ans ou 80 ans en arrière. On a une liberté de vie qu'il faut respecter. Et ce n'est pas le cas du gouvernement actuel. Alors que ça soit M. Valls ou M. Hollande, on n'en a rien à foutre de ce qu'il veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on respecte les droits des salariés. En Allemagne, les délégués du personnel, ça commence à 5. Là, ils veulent supprimer le fait que ça commence à 11. Donc ça serait 50. Et en plus, le patronat bouge pour que les CE, ça soit à 100. Bon. Et donc, en fait, vous avez une remise en cause des institutions représentatives du personnel. Et c'est tout dans la démarche, puisque l'idée, et on lève les freins, on lève les blocages, on lève le code du travail, ça empêche de produire. Et tout ça est de la même philosophie. Ça implique quoi, en fait, pour un ouvrier d'être en grève? Ça implique de ne pas aller travailler. Et ça veut dire quoi? En contrepartie, de ne pas être payé. Donc je dirais bien évidemment que c'est un acte fort
puisque je dirais, au jour d'aujourd'hui, quand on perd dans la fonction publique un 30e et puis dans le privé 8 heures de travail, ça représente plusieurs centaines d'euros. Est-ce que le patron il fait la gueule quand vous faites la grève? En général, oui. Quelle qu'en soit la raison d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas laisser penser que, je dirais, la grève est anodine. Il sait très bien qu'au-delà même de la raison qui fait qu'on est en grève, c'est un refus de son autorité. Donc de ce fait, je dirais, la grève aussi, c'est un moment de liberté pour les salariés, puisqu'à ce moment-là, je dirais, ils n'ont plus d'autorité qui vient, je dirais, les contredire dans leur orientation et dans leur action. Il a voulu mettre le secret des affaires. Vous avez entendu ça, Macron? Le secret des affaires. On était 2 ans après Cahuzac. Tout le monde parle de transparence, et lui, il propose une loi qui permet le secret des affaires. Alors, journalistes et syndicats se sont battus contre le secret des affaires. Ça, c'est clair. Mais il a reculé, et il a permis que les entreprises de moins de 50 salariés ne publient plus leurs comptes. Personne n'en a parlé, je vous le dis tout de suite. 50 salariés, 97% des entreprises sont autorisées à ne plus publier leurs comptes. Et je ne vous parle pas de la holding de moins de 50, qui est au-dessus de tout et qui détient 300 000 salariés en dessous d'elle. Hein. Les entreprises de moins de 50 peuvent ne plus publier leurs comptes. Discuter, ce n'est pas tout accepter. Et gouverner, ce n'est pas laisser choisir, c'est décider. C'est pourquoi cette loi ne fait pas mystère des orientations qu'elle porte. Plus de vitalité, plus de justice et de transparence, des droits aux Français et en particulier aux plus jeunes. Alors vous avez un truc sur les impatriés, ça va vous ennuyer terriblement. Alors ils sont dans une boîte, hein, ils sont à l'étranger, ils sont revenus en France, et normalement devraient payer la fiscalité ici. Bah non, ils vont conserver les avantages fiscaux qui existent déjà dans la boîte dans laquelle ils sont inscrits quand ils sont allés à Londres. Il n'y a pas de petits profits pour des cadres ou des gens de ce temps. La loi passe comme une nécessité en fait, comme le fait que oui, il faut améliorer les choses pour les employeurs. Ça fait qu'on n'en parle pas, on ne parle pas du fou. Et d'autre part, quand la loi a été passée en force à l'Assemblée nationale avec le recours à l'article 49.3, les médias se sont focalisés sur le fait d'avoir utilisé cet article 49.3 et encore une fois, on n'a pas parlé du fond de la loi en fait. Et là, on le voit bien, la loi est en discussion au Sénat, va passer sans doute au mois de juin, et il y a très peu en fait de communication autour de cette loi, que ce soit sur le fond de la loi ou sur les mobilisations qui tentent de se construire contre la loi. Le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État à 14h30 m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi croissance et activité conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 16h30 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. La séance est suspendue. Alors le 49.3, c'était l'article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer en première lecture une loi à l'Assemblée nationale, sauf s'il y a une motion de censure qui est votée contre lui. Et donc il y a eu un vote de motion de censure et la motion de censure n'a pas été votée. Donc la loi Macron est passée directement en première lecture à l'Assemblée nationale sans débat. Pour l'adoption 234, la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, est considéré comme adopté le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Alors la motion de censure elle a été déposée par l'opposition, mais ça c'est la procédure classique en fait. Le gouvernement dit qu'il va faire appel à l'article 49.3 pour passer la loi à l'Assemblée nationale. L'opposition, dans ce cas-là, a un délai pour déposer une motion de censure, et quand la motion de censure est votée, si elle ne retient pas la majorité des parlementaires, la loi concernée, donc en l'occurrence la loi Macron, passe automatiquement en première lecture sans débat, et ensuite passe au Sénat. Et pour vous faciliter les choses, Macron, il va vous simplifier vos feuilles de paye. C'est fait avec la loi de simplification par ordonnance qui arrive avec Mandon. C'est-à-dire que vous n'allez plus trouver sur vos feuilles de paye les petites lignes que personne ne regarde à tort, qui vous disent les 2% machin, les 1,85, les 1,75 sur la maladie, sur etc. etc. Pour que vous ne le voyez plus sur vos feuilles de paye, pour qu'ensuite vous n'ayez plus, si jamais ça arrivait, l'intention de vous défendre quand ça sera supprimé. Le but est celui-ci, c'est de ne payer que l'acte productif.
que l'acte productif, pas ce qui permet l'acte productif. Quelques minutes avant le début de la séance, le ministre de l'économie semble pourtant jouer la carte de l'apaisement. Comme toujours, ouvert, pragmatique et avec la volonté d'avoir le meilleur texte possible et quelque chose qui s'applique rapidement. Les sénateurs comptent bien marquer de leur empreinte cette loi emblématique en libéralisant un peu plus un texte, selon eux, qui ne va pas assez loin. Les propositions sont mesurées. Sur le contrat de travail, on ne proposera pas, par exemple, le contrat de travail unique. On proposera plutôt un contrat de mission. Sur les 35 heures, on ne proposera pas une sortie brutale. On a écouté Emmanuel Macron et on va lui proposer exactement ce qu'il proposait il y a quelques mois. On va lui dire, écoutez, vous en avez rêvé, on va le faire. Macron dit que quand un patron est en faillite, sa résidence principale doit être protégée. Ah, pas celle du salarié qui le licencie. La résidence principale du patron est protégée. Je ne sais pas comment le Conseil constitutionnel va se débrouiller avec ça. Ils vont dire que c'est parce qu'il a des charges spécifiques en déposant en faillite, etc. Mais alors pourquoi le salarié n'a pas de charges spécifiques quand il s'est endetté pour acheter une maison sur la base de son salaire? Vous aurez le droit pour le patron, mais pas pour le salarié. C'est pour maintenir ses revenus, ce pouvoir et un certain nombre d'intérêts d'une bourgeoisie qui a la main mise sur le pays, et qu'elle soit française ou américaine, qui détient des parts énormes dans le CAC 40, qu'on bat en brèche tous ces droits sociaux et qu'on mène des réformes qui sont en fait des non-réformes et qui ne sont pas du tout les réformes dont on aurait besoin. Alors il n'y aura pas de limite aux retraites chapeau. C'est discuté depuis 10 ans. Est-ce qu'il va y avoir une loi qui cantonne les retraites chapeau? Macron dit non. Ça sera calculé selon la performance du patron qui part en retraite. J'ai bien vous dire qu'ils vont calculer leur performance avec une loupe. Cette loi en fait vient directement de la Commission européenne et de ses recommandations, et ça signe un peu plus l'abandon du Parti socialiste à la logique néolibérale qui est imposée par l'Union européenne, et donc je pense que c'est un signe très grave d'abandon au nom de la construction européenne, de tout ce qui est constitutif de l'identité politique de gauche. Alors l'épargne salariale, ça fait oublier tout le monde. L'épargne salariale, mais c'est des masses d'argent considérables. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est un patron, il vous paye avec un élastique. Pouf, ça revient dans sa poche. T'en fais pas, Roger, j'épargne pour toi. C'est moi qui ai ton épargne, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Surtout que dessus, il n'y a pas de cotisation sociale, de même que l'intéressement et la participation. Donc développer ça, c'est en fait aussi une attaque contre le salaire, dans l'ensemble de leurs attaques contre le salariat. Son rapport au monde, je pense qu'il a un rapport très pragmatique au monde qu'il connaît. Le monde qu'il connaît, c'est le monde de la finance. Bon, tout le monde lui rabâche ça, et puis je pense que c'est nécessaire de rappeler d'où il vient. Je pense qu'il est tout à fait en cohérence avec son parcours, et que malheureusement, c'est en cohérence qu'il soit dans le gouvernement Hollande, parce que le gouvernement Hollande, après la campagne, n'a fait qu'aller dans ce sens-là. Certes, il accélère peut-être un petit peu aujourd'hui, mais c'est sûr que au vu de la politique de Hollande, il valait mieux pour lui un Macron qu'un Montebourg. Pas que Montebourg soit un ange pour autant. Voilà ce que je pense de Macron. Je pense que c'est l'homme de la situation pour le gouvernement Hollande, et c'est l'homme de la situation pour le MEDEF, plus largement tout le patronat français. Je pense aussi c'est pour ça qu'il est si apprécié de ces gens-là. Vous allez pouvoir avoir des actions gratuites. Il y a des stock options pour tout le monde, en guise de salaire. Puis si la boîte à marche, vous réalisez vos actions. Alors je peux vous dire comment elles sont de devenir des start-up dans le 3e arrondissement. C'est-à-dire que quand le petit patron qui s'est bien démerdé, qui a fait le cash, il s'arrange pour se fâcher avec ses 3 co-gérants, et il garde tout dans la poche, et les autres ils ont des actions, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il les a roulés totalement, et ça va être encore plus légalisé avec les actions gratuites de... Oui, cette loi traite de nombreux sujets. Oui, elle touche de nombreux domaines et une multitude de professions. Mais c'est parce que les blocages sont partout. Parce qu'ils ne sont pas cantonnés à un secteur, ni à une région. Parce qu'il faut, pour transformer les choses, agir en profondeur, accepter de partir de la réalité, du quotidien, du vécu, parfois même du ressenti le plus trivial. Vous allez me dire, c'est pas possible. Il touche pas au travail des enfants, Macron ne peut pas aller jusque-là. Trop souvent, la complexité étouffe, plutôt qu'elle ne protège. Elle inhibe, plutôt qu'elle ne sécurise. Surtout, elle fragilise. Et avant tout, ceux qui sont déjà les plus fragiles d'entre nous. Au final, elle peut devenir une redoutable incitation à ne rien faire, à ne rien tenter, à ne rien entreprendre. Vous savez ce qui arrive, c'est qu'il y a une protection pour le travail des enfants entre 14 et 18 ans. Une protection. La protection était faite, a priori, d'interdiction et de contrôle.
Alors, ça voulait dire que quand vous prenez un môme sur des machines dangereuses, on a des sujets, il faut une autorisation préalable. Il faut une information de l'inspection du travail. Et il peut y avoir un contrôle a priori. Je suis contre qu'un môme monte sur une échelle. Je suis contre qu'un môme travaille dans des conditions risquées avant 18 ans. En gros, je pense que c'est une loi qui va morceler encore plus le monde du travail et qui va isoler les différents secteurs, isoler les salariés et qui va leur faire vivre au quotidien une exploitation plus accrue. Et donc, pour l'avenir, en règle générale, de la population, c'est un avenir assez sombre qui se présage avec ce genre de loi, surtout que apparemment ce ne sera pas la dernière et qui va vers une fragilisation des plus précaires dans la société, notamment. Il va y avoir une carte professionnelle pour les salariés du bâtiment. L'argumentation est dit, c'est pour lutter contre le travail clandestin, etc. Ça sera mieux. Alors, ça correspond à une directive européenne. Je vous parie que le compte personnel de formation finira sur la carte à puce avec la carte professionnelle. Je suis contre. Parce que c'est contrôle par qui? C'est plus par les inspecteurs du travail ou par les organismes de contrôle, c'est par le patron qui va savoir ce que vous avez fait, votre carrière. Si là, pour le coup, vous passez par plusieurs boîtes. Et je vous rappelle qu'on a dû se battre, nous, nos ancêtres, contre le livret ouvrier au XIXe siècle. Le livret ouvrier, c'était d'ailleurs de la loi Chapelier à 1856, quand sous le Second Empire, Napoléon III était obligé de l'abroger, parce que c'était une façon de contrôler chaque ouvrier, sa carrière, ce qu'il avait fait, et tout passait dessus. Je suis contre le rétablissement, même de façon balbutiante, d'un livret ouvrier. Je suis contre l'idée d'une carte professionnelle. Il y a une carte d'identité, ça suffit. Et s'il y a quelque chose à contrôler, c'est par les inspecteurs et c'est pas par les patrons. Parce que l'idée de la carte professionnelle, c'est l'idée qu'il y a une carte d'identité des salariés soumise au patron. Ça ne veut pas dire autre chose. Elle permettra de nous prouver à nous-mêmes, à tous les Français, que nous sommes capables de bouger, que nous ne sommes prisonniers d'aucun dogme, ni d'aucun intérêt en place. Elle insufflera une nouvelle dynamique. Elle nous redonnera confiance en nous-mêmes. Elle nous autorisera aussi à être plus exigeants avec nos partenaires et avec l'Europe. Comment leur demander plus si nous ne faisons pas nous-mêmes nos propres réformes pour nous-mêmes? C'est la clé de notre croissance, de notre crédibilité, de notre avenir commun. Cette loi, elle est une première étape. Elle sera suivie d'autres décisions. Elle montre simplement que nous reprenons notre destin en main. Il restait une petite chance que des gens qui étaient à temps partiel passent à 24 heures, et Macron la retire. Je vais vous faire toucher du doigt l'acharnement du patronat derrière. L'acharnement qu'ils font pour réduire le droit du travail, même quand il est à temps partiel et même quand il s'agit de petits boulots. C'est une loi qui remet en cause beaucoup d'acquis des travailleurs et notamment des personnes les plus précarisées. On va parler par exemple du cas des travailleurs handicapés. Ce que la loi Macron est en train de proposer pour les handicapés est tout simplement inhumain. Déjà, peu d'entreprises prennent dans leurs locaux des personnes handicapées et faire travailler des personnes handicapées et utiliser le fait que ce sont des personnes dans des situations précaires pour ne pas les payer, c'est inhumain. Donc pour moi cette loi elle n'a pas lieu d'être, d'autant plus qu'elle est proposée par un gouvernement socialiste. Donc je ne comprends pas vraiment comment un gouvernement qui se veut socialiste peut proposer des choses qui vont dans le sens de l'exploitation des personnes déjà très précaires. Les handicapés, les entreprises sont obligées de payer une taxe quand ils ne prennent pas d'handicapés. Et s'ils prennent des handicapés, la taxe est annulée ou légère. Là, tout ça, c'est modifié. D'abord, la taxe va baisser. Ensuite, ils pourront prendre des auto-entrepreneurs handicapés ou se décharger de leurs obligations en versant de l'argent à des organismes d'insertion pour handicapés au lieu d'assumer leur responsabilité d'embaucher des handicapés ou de payer une taxe. Hop, ça saute. Mais vous savez, le fait que ça saute est un point du patronat très important parce qu'il veut se dépasser des cotisations sociales, de toutes les cotisations sociales. Le MEDEF pense que c'est pas la responsabilité de l'entreprise de s'occuper des handicapés. De même que c'est pas la responsabilité de l'entreprise de s'occuper des allocations familiales. Je pense que ça suffit là, à force de
de rogner partout. Ils ont fini par atteindre les os et là il n'y a plus rien à enlever, surtout pas auprès des soignants. Là, on ne peut plus faire notre métier décemment. Il faut absolument que le gouvernement donne des moyens aux hôpitaux, à nos hôpitaux, pour qu'on puisse fonctionner dignement et décemment. Les hôpitaux français, publics, pourront investir dans des hôpitaux et cliniques privés à l'étranger. Au Maroc, en Tunisie, en Italie, comme si on avait trop d'argent. Et comme si le souci des hôpitaux, ça devait être d'investir et de spéculer ailleurs. Même si on aime notre métier, mais à un moment donné, à force de tirer sur la corde, il y en a marre, ça suffit. La corde, elle va finir par casser, et là, on en a ras-le-bol. Et c'est toujours sur les mêmes contre un cas. Les petits, la base. Donc stop. La marchandisation du don du sang. C'est-à-dire la remise en cause de l'agence française publique du sang. Alors maintenant, vous serez payé quand vous donnerez votre sang. Personne ne discute de cette question. Je ne veux pas voir ça. Parce que les premiers qui donneront leur sang dès qu'il sera marchandisé, ce seront les pauvres. Voilà. Et donc je suis contre ça. Ça ne soulève aucune indignation dans le pays. Moi je suis indigné par cette histoire-là. Lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, travailleurs, travailleuses, combattons la loi Macron. Le 10 décembre 2014, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, a proposé au Conseil des ministres le projet de loi pour la croissance et l'activité, la loi Macron. Le texte comportant 106 articles est une preuve de plus que le Parti socialiste n'est qu'un rouage dans la machine capitaliste et libérale. Semblant s'inspirer de la devise de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, le gouvernement a mis en vigueur une loi permettant d'accroître les heures de travail, tout en exploitant toujours plus les salariés. Ainsi, le patronat voit ses droits augmenter, tout en détruisant les faibles acquis sociaux encore existants. Il y a urgence à se mobiliser si nous ne voulons plus que nos existences se limitent à réveil, travail, dodo, et que notre futur se cantonne à survivre, plutôt qu'à vivre des moments d'épanouissement personnel s'extirpant de cette logique marchande, qui réduit le plaisir au fait de consommer. Vous allez avoir la vente à la découpe. Parce que si vous ne croyez pas, allez chercher dans les articles de Macron ce qui touche à la Caisse des dépôts et consignations, où elle va être autorisée à vendre les logements sociaux. Personne n'a parlé de ça. Et elle peut les vendre ensuite à la découpe. C'est-à-dire ce qu'on a écarté. Oui. Ce qu'on a écarté il y a plusieurs années pour vous virer de vos logements sociaux, c'est tout à fait possible. Ça peut toucher dans un premier temps, la porte qu'ils ont ouverte, c'était 120 000 logements sociaux qui sont dans les catégories que la loi prévoit que la Caisse des dépôts et consignations peut revendre. Oh, ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Ce que veut le patronat, c'est faire sauter toute réglementation. C'est pouvoir disposer à sa guise des travailleurs sans rencontrer d'entraves. Marx condamnait en son temps le capitalisme dans ces termes. Je le cite, « La société capitaliste achète le loisir d'une seule classe par la transformation de la vie entière des masses en temps de travail. » Parce que vous avez les ventes des aéroports. Alors il n'y a pas que Blagnac, Toulouse. Il y a Lyon, il y a Nice. Mais il n'y a pas que ça comme privatisation. J'ai déjà parlé des gares qui arrivent derrière, mais il y a aussi de l'armement. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de la privatisation de l'armement, ni défenseur de l'armement. Mais là vous avez des secteurs entiers qui vont être mis dans un organisme, on ne sait pas trop quoi, mixte, franco-allemand, qui va aboutir à des pertes de droits évidemment pour les salariés de l'armement. Je ne sais pas imaginer des reconversions. Moi, je ne suis pas un fanat de fabriquer des rafales pour les vendre à Sicile, qui n'a rien à voir avec l'impératrice. Hein. Et la privatisation de l'armement se fait en douce, quoi. En douce. Bon, c'est comme les autocars et la SNCF. Aujourd'hui, les patrons cherchent à reprendre par tous les moyens, dans une période où le rapport de force leur est favorable, tout ce qu'ils avaient dû céder auparavant sous la pression des mobilisations ouvrières. Ils cherchent à gagner sur tous les tableaux à la fois, sur le temps de travail, sur les salaires, et ils précipitent ainsi la société dans le mur, car les profits issus de l'exploitation servent avant tout à alimenter la spéculation financière actuelle. La résistance, c'est un terme important. La résistance aujourd'hui, c'est un terme qui est plein de signification parce que c'est pas seulement résister comme ça, arc-bouter, non, résister.
Et résister à un gouvernement qui se dit de gauche, ça a une autre signification que de résister à un gouvernement de droite. Il va faciliter les autocars contre les petites voies, TER, SNCF. Moi, quand je vais à Fécamp, je m'arrête à Bréauté-Brunsville, puis là, j'ai un car Veolia, et le chef de gare siffle pour que le car Veolia m'emmène parce qu'il n'y a plus de ligne pour aller à Fécamp. Bon, mais ça va être généralisé partout. Donc l'autocar va prendre la place des... Moi, je suis contre. Je suis contre, j'ai toujours une peur, je ne veux pas envoyer mes enfants en colonie en autocar. Je ne veux pas qu'il y ait un accident à Beaune. Les accidents, ça arrive plus souvent avec les autocars et les camions que pas avec les autres voitures. L'autocar, ça pue, ça pollue et ça tue. Je croyais que le développement, c'était le rail et que c'était les transports avec toute une série de ramifications. Et je ne croyais pas qu'on allait revenir à la diligence. Un institut qui va gérer les transports, on ne sait pas bien au niveau européen, mais je sens tout ça très louche. Il y a un truc qui est absolument succulent, tellement ce mec se croit dans un autre siècle et est un ovni. Les autocars pour les jeunes, mais une ligne directe, rapide, Gare de l'Est, Roissy pour Macron. Dans sa loi, il prévoit une ligne directe pour aller prendre l'avion. Alors vous me direz peut-être c'est bien, je sais rien, oui, pourquoi pas, c'est pas un souci. Je trouve ça paradoxal avec l'esprit général de la loi. Il y a la loi Macron 2 qui se profile, il y a la loi Rebsamen, il y a une nouvelle remise en cause de la hiérarchie des normes qui voudrait que maintenant les employeurs puissent imposer des droits, des régressions de droits aux salariés qui soient inférieures au code du travail. C'est une remise en cause et une explosion totale des garanties collectives, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Il faut stopper la loi Macron, il faut stopper la loi Rebsamen, il faut recouvrer nos droits, retrouver le code du travail, notre sécurité sociale. C'est tout ce qui fait la société française, les garanties collectives qui sont aujourd'hui remises en cause. Macron, talent, on n'en veut pas. 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 Les postiers qui vont faire passer le permis de conduire. Non, je pense qu'il faut aussi s'occuper des crèches. Il y a peut-être encore du temps libre chez les postiers pour s'occuper des petits bébés, plutôt que de faire passer le permis de conduire. Dès qu'on se rapproche des lieux de pouvoir, en général, ça crispe les forces de l'ordre. C'est très simple, ça donne un peu l'image de la démocratie dans laquelle on a évolué, de la façon dont fonctionnent les institutions de la République. C'est-à-dire que bien à l'abri des forces de l'ordre dans les palais dorés, et surtout pas entendre les salariés ou le peuple, comme on peut dire. Bon, ils ont peut-être peur qu'on déborde et qu'on envahisse les locaux, mais non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un tel dispositif exagéré. Macron, si tu savais ta réforme où on se la met. Aucune hésitation. Non, à ta loi pourrie. C'est la première fois que je vois un dispositif policier aussi important. Et je me disais que le président de la République, qui était à Cuba et qui avait rencontré un grand révolutionnaire, aurait dû prendre cet esprit révolutionnaire au lieu de nous envoyer les forces de police. Que malgré la propagande du gouvernement qui parle de liberté de travail, de liberté de consommer, aujourd'hui, on est très nombreux et de plus en plus nombreux à comprendre qu'avec cette banalisation du travail du dimanche, on nous voilà tous à terme le seul jour de liberté qu'on a en propre, le seul jour où on n'est pas au service du patronat. Bon, ça ne devrait pas exister, moi. Je vous répète, je suis pour que ça ait un service public. Mais non, maintenant c'est fini. Ça va être les grandes firmes juridiques anglo-saxonnes qui savent se faire de l'argent et qui vont savoir le faire sur vos petites rentes, vos petites successions, vos petits avoirs et les échanges et les ventes que vous allez faire. Ils savent faire ça. Ils ont des hommes d'affaires qui parlent toutes les langues et qui savent vous faire tous les trafics financiers possibles sur la case des banques. Ah, ça va vous changer des notaires, là. Vous allez même regretter les notaires, les avoués, les huissiers à la française, quand vous aurez les pillards et les rapaces anglo-saxons qui viendront derrière des boîtes comme celle-ci s'occuper de tout. Vous voyez, il n'y a rien de bon dans Macron. Rien de bon. Et après, quand je dis tout ça, il m'a traité de foyer infectieux. J'ai bien aimé, parce qu'il s'est plaint que tout le monde ne connaissait pas sa loi, qu'elle n'était pas étudiée. Je viens vous faire la démonstration qu'on peut l'étudier, qu'il faut la combattre en détail, et qu'il est va de votre vie intime. Moi, je dis pas ça pour démoraliser, je dis ça pour indigner.
C'est qui disait? C'était Essel qui disait indignez-vous. Indignez-vous. C'est des formes finalement d'agression contre la démocratie qui sont tout à fait réelles. Bonsoir Monsieur Martinez. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes le tout nouveau numéro 1 de la CGT. La CGT qui n'a pas été tendre avec la loi Macron. Alors, il est en face de vous, Emmanuel Macron. On enclenche le chrono pour 15 minutes. C'est à vous. Bonjour d'abord. Bonjour, oui, c'est vrai, bonsoir. c'est la première fois qu'on se voit. Exactement. Je crois qu'on se voit bientôt d'ailleurs, en tête à tête. Je sais pas, mais en tout cas. Je crois que c'est fixé. Dans mon précédent mandat, j'étais secrétaire général de la Fédération de la métallurgie et j'ai longtemps cherché à voir le ministre de l'Industrie, sans succès. Merci, monsieur Pujadas. Bon, ben là, je crois que c'est arrangé alors. Et donc, je crois que vous avez vu, pour ce faire, mon directeur de cabinet à plusieurs reprises, et j'ai vu à plusieurs reprises votre prédécesseur, Thierry Lepant. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas nos équipes de bien travailler ensemble. Non, mais ça ne les empêche pas, parce que moi je sais le rôle que la CGT mène au quotidien aussi auprès des entreprises.